Donald Trump a complètement dérapé tout au long de dimanche matin. Il est encore à Mar-a-Lago, en vacances aux frais des contribuables. Le schéma est familier. Les loisirs en haut, le chaos pour tout le monde en bas. Hier, il a lancé un ultimatum à l'Iran. Si l'Iran ne quittait pas le détroit d'Ormuz dans les prochaines 48 heures, les États-Unis commenceraient à bombarder les plus grandes infrastructures énergétiques iraniennes. L'Iran a immédiatement répondu que, si cela arrivait, il commencerait à bombarder les infrastructures énergétiques de tous ses voisins arabes, ainsi que leurs installations de dessalement, et ferait monter la situation très, très vite. C'est ce qui arrive quand la politique étrangère est livrée comme un avertissement de casino et reçue comme une menace militaire bien réelle. Ce matin, Trump a répondu en publiant « Maintenant, avec la mort de l'Iran, le plus grand ennemi que l'Amérique ait, c'est le Parti démocrate radical de gauche, hautement incompétent. Merci de votre attention à cette question. Donald J. Trump. Il fait semblant d'avoir détruit l'Iran, alors que l'Iran est en réalité plus fort qu'avant le début de cette guerre désastreuse et illégale. Il compare aussi le Parti démocrate à l'Iran. C'est absolument ignoble, au moment même où il déraille ce matin. Cet individu doit être destitué. Il mérite d'être derrière les barreaux. C'est un déchet humain ignoble et abject, et je ne sais pas comment le décrire autrement. Quel individu dérangé et malade. Le scénario continue de vendre un contrôle total au moment précis où les événements prouvent le contraire. Ce même état d'esprit se retrouve dans tout ce qu'il publie depuis ce matin. Des mèmes sur un 3e mandat de Trump, comme s'il s'agissait d'une récompense pour une élection volée, et une image générée par intelligence artificielle proclamant que l'histoire moderne américaine se souviendra à jamais de lui comme du GOAT. Voilà le genre de contenu que Donald Trump publie depuis ce matin. Quand le dossier du monde réel devient trop laid, le dossier de propagande devient soudain le bureau le plus actif du bâtiment. Il a aussi publié « S'il vous plaît, ne republiez pas Nancy Pelosi admettant l'entière responsabilité de ne pas avoir appelé la garde nationale le 6 janvier, il y a 5 ans aujourd'hui. Ce serait dommage que cela devienne viral sur X. » L'absurdité saute aux yeux. Il publie cela le 22 mars, et parmi tout ce qui se passe dans le pays, c'est là que va son esprit malade et dérangé. Je le pense sincèrement. Si le 25 amendement veut dire quelque chose, cela veut dire qu'il faut l'invoquer immédiatement. Son cabinet est trop lâche pour le faire. Les républicains MAGA à la Chambre et au Sénat sont trop lâches, eux aussi. Voilà pourquoi la manifestation No Kings, prévue à la fin de mars, doit être la plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis, parce que ce régime ignoble restera à jamais la plus grande tâche. En temps réel, l'Amérique est en train d'être détruite. Même les diversions ont maintenant l'air paniquées, comme un bureau de presse qui essaie de devancer le titre qu'il a lui-même provoqué. La crise matinale de Trump comprenait aussi cette publication. Lundi, Liz se rendra dans les aéroports pour aider nos merveilleux agents de la TSA qui sont restés en poste malgré le fait que les démocrates radicaux de gauche, qui ne pensent qu'à protéger les criminels endurcis entrés illégalement dans notre pays, mettent les États-Unis en danger en retenant de l'argent convenu depuis longtemps dans des contrats signés et scellés. Point final. Mais regardez bien. Peu importe à quel point Liz fera du bon travail, les lunatiques qui dirigent les démocrates incompétents critiqueront fortement leur travail. Ils feront un travail fantastique. Le grand Tom Homan est aux commandes. DGT. Donc maintenant, on envoie Liz et eux envahir les aéroports. C'est le message que Trump envoie à tous les pays étrangers à l'approche de la Coupe du Monde. Quand les gens arriveront dans les aéroports américains, Liz et eux sera là. La question est évidente. C'est ce que Liz va faire là. Et si tout cela ne demanderait pas un minimum de formation. Mais Liz n'a jamais vraiment donné l'impression d'être formée au départ. Elle tue, mutile, blesse et terrorise des gens dans la rue. Et maintenant on la déplace dans les aéroports. Beau travail, Donald. Tu as encore frappé, Don. Ces gens-là sont les idiots les plus dérangés qu'on puisse imaginer. Rien ne dit « bienvenue aux États-Unis » comme transformer la porte d'arrivée en publicité de campagne fondée sur la peur. Trump a aussi publié un message sur le démocrate qui se présente au Texas, James Tarico, en affirmant qu'il s'était révélé être une fraude après avoir battu la candidate au faible QI Jasmine Crockett. Voilà son sous-entendu raciste, même plus vraiment subtil, parce qu'il parle des personnes noires comme de gens au faible QI. Il a ensuite dit que Tarico avait 6 genres, insultait Jésus, voulait uniquement de la nourriture végane, portait un masque en 2013,
qu'il était faible et inefficace, et que même s'il l'avait laissé gagner avant de publier l'avalanche d'informations qu'ils avaient sur lui, il serait malgré tout pire que Crockett. La formule ne change jamais. Jeter ensemble la panique, le brick, à braque de guerre culturelle, et un slogan assez bruyant pour masquer le vide en dessous. Ce que cela montre vraiment, c'est que Donald Trump a peur de ce type. Je pense que si presque n'importe quel être humain se présentait contre lui, même quelqu'un de malade, d'incompétent, proche de la mort, ou même un enfant, cette personne gagnerait. C'est peu, être le pire candidat que j'ai jamais vu, à part, bien sûr, Gavin Newsom, qui a admis souffrir d'incapacité mentale, être incapable de lire un discours et être stupide. Et même en faisant cette remarque stupide, il l'a retournée contre son public et est ainsi devenu, aux yeux de l'Amérique, un raciste total. Donald Trump est l'individu le plus dérangé qu'on puisse imaginer, et il décline physiquement et cognitivement sous nos yeux. Voilà ce qu'il publie. L'image de Mark continue de crier la force, mais la discipline du message a déjà quitté la pièce. Hier, il a aussi dit qu'il était content que Robert Mueller, vétéran décoré et ancien directeur du FBI, soit mort. Trump a dit « Bien, je suis content qu'il soit mort ». Puis, toute la matinée, il a continué d'attaquer Mueller publication après publication, dont une qui disait « Les mensonges de Robert Mueller et de sa bande criminelle ». C'est pourquoi Jason Crow, membre démocrate du Congrès et Army Ranger, a répondu en qualifiant Trump d'homme mesquin, malade et abject, et en rappelant que Robert Mueller s'était porté volontaire pour le Vietnam au moment même où Trump évitait de servir. Selon Crow, les décennies de service militaire et public de Mueller incarnent tout ce que Donald Trump n'est pas. Quand le bilan est faible, la routine devient simple. Mépriser le service et espérer que le mépris passe pour de la force. En même temps, le secrétaire au Trésor Scott Bessent est devenu, d'une manière ou d'une autre, le principal porte-parole de la guerre contre l'Iran. Le simple fait que le secrétaire au Trésor agisse comme messager en chef de la guerre en dit long sur le peu de maîtrise qu'a ce régime de ce qu'il fait. Personne ne sait ce qu'il fait. Alors on met cet idiot devant les caméras pour débiter les pires absurdités imaginables. Apparemment, la description de poste comprend maintenant les marchés, la dette et la doctrine de guerre improvisée avant même le petit déjeuner. À Meet the Press, Bessent a été pressé de dire si l'île de Kharg pourrait devenir un actif américain, et si cela voulait dire que des troupes américaines pourraient y entrer pour la sécuriser. Sa réponse a été que toutes les options étaient sur la table. Il l'a répété encore et encore. Donc oui, cette possibilité restait ouverte. Cette même arrogance s'est retrouvée dans sa formule plus générale selon laquelle l'administration pourrait être en train d'escalader, mais que, parfois, il faut escalader pour désescalader. Voilà le niveau d'absurdité qui gouverne aujourd'hui. La guerre devient la paix, l'escalade devient la désescalade, et la personne qui dit cela à la télévision est le secrétaire au Trésor. Cette formule a le vide bien poli d'un slogan conçu pour avoir l'air stratégique jusqu'au moment où de vraies personnes doivent vivre avec ses conséquences. On l'a aussi interrogé sur les sanctions et sur la contradiction évidente qu'il y a à lever les sanctions sur le pétrole iranien et russe, tout en affirmant que les sanctions sont censées empêcher l'Iran d'obtenir de l'argent. Sa réponse a été qu'une fois le pétrole sorti du régime de sanctions, au lieu d'aller vers la Chine, il peut aller vers le Japon, la Corée, l'Indonésie ou la Malaisie. Quand on lui a fait remarquer qu'il peut toujours aller à l'Iran et que tout l'objectif des sanctions était justement d'empêcher l'Iran d'avoir accès à cet argent, Bess a répliqué sèchement que l'enjeu était mal compris parce que l'Iran obtenait déjà cet argent par la Chine de toute façon. Dans cette version de la politique publique, on ne corrige pas la contradiction. On la raconte simplement avec plus d'assurance. Puis est venue une autre série de questions sur l'impact concret. Le point soulevé était que 140 millions de barils de pétrole iranien sont retirés du régime de sanctions, alors que cela représente à peine un peu plus que ce que le monde consomme en une journée et que cette décision donne quand même 14 milliards de dollars à l'Iran. À ce moment-là, ce cadrage m'a semblé catastrophique, et tout ce spectacle ressemblait à une preuve supplémentaire que le pays est dirigé par des individus dérangés et malades. La réponse de Bessent a été qu'environ 20 millions de barils par jour sortent du Golfe, qu'environ 5 millions ont été réaffectés par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis,
laissant un déficit de 15 millions de barils, et qu'avec environ 5 millions de barils de pétrole iranien dans l'équation, le déficit quotidien se situe quelque part entre 10 et 14 millions de barils. Dans ce cadre-là, a-t-il soutenu, 140 millions de barils représentent entre 10 jours et 2 semaines d'approvisionnement. Les chiffres continuent de bouger comme des accessoires de scène, mais l'absurdité centrale, elle, ne bouge jamais. Voilà précisément pourquoi l'éducation aux médias compte plus que jamais. Quand un camp inonde l'espace de bruit, le simple fait de rester attentif devient une forme d'autodéfense. Un exemple parfait est venu d'une histoire rapportée hier. La Russie propose, ou a déjà proposé, de mettre en scène une fausse tentative d'assassinat contre Viktor Orban. Orban est le pantin de Poutine en Hongrie, que Donald Trump soutient. Et l'objectif d'une telle opération serait de favoriser sa réélection. La manière dont cette histoire s'est propagée dans le paysage médiatique était révélatrice. À gauche, la couverture était massive. Au centre, il y en avait un peu. À droite, il y en avait très peu, ou à peu près autant qu'au centre. Pourtant, c'est évidemment une histoire importante. Voir la Russie essayer d'aider ses pantins à gagner une réélection ou une élection en mettant en scène de fausses tentatives d'assassinat, c'est exactement le genre de choses qui devrait déclencher un examen sérieux. Mais ce genre d'histoire devient embarrassant pour un mouvement qui continue de confondre le théâtre de l'homme fort avec du génie géopolitique. Le contraste est devenu encore plus net en regardant l'obsession du jour à droite. Une histoire du New York Post affirmant qu'AOC a versé 19 000 $ de fonds de campagne à un médecin connu pour des traitements à la kétamine. C'est devenu l'une des principales histoires du jour à droite. C'était essentiellement une pseudo-enquête montée de toutes pièces par le New York Post contre AOC, ignorée au centre et ignorée à gauche, pendant que la droite la poussait partout. La raison sautait aux yeux. Toutes les autres histoires du matin montraient à quel point la guerre contre l'Iran était devenue désastreuse. Et Murdoch, Mark Levin et toute cette bande ont poussé cette guerre contre l'Iran. Ils avaient besoin de changer de sujet. Alors ils ont décidé de s'en prendre à AOC à la place. Pendant que les États-Unis sont pleins de souffrances, pendant que les Américains n'arrivent plus à payer quoi que ce soit, pendant que des gens meurent littéralement faute de soins, et pendant que le pays est coincé dans une guerre désastreuse, la diversion choisie, c'est une attaque contre AOC. Voilà pourquoi l'éducation aux médias est essentielle. Il faut comprendre ce que la droite rapporte, ce que la gauche rapporte, et comment ces choix façonnent la perception. L'urgence est peu, être bien réel, mais la programmation insiste quand même pour glisser la pause publicitaire habituelle de la guerre culturelle. L'explication de Bessin sur la politique des sanctions a rendu tout cela encore pire. Il a décrit la manœuvre de l'administration comme une façon de faire du jiu-jitsu avec l'Iran. L'idée était que lever les sanctions sur le pétrole iranien tout en combattant l'Iran serait en quelque sorte une forme de jiu-jitsu stratégique. À ce stade, on aurait dit qu'Idiocracy n'aurait même pas pu écrire un scénario aussi stupide sans se faire rire au nez. Les États-Unis sont censés faire du jiu-jitsu avec l'Iran en aidant l'Iran à gagner plus d'argent avec son pétrole tout en étant en guerre contre lui. C'est vraiment ce que ces idiots racontaient à la télévision. C'est le genre de formule qui paraît brillante seulement si personne ne s'arrête assez longtemps pour demander ce qu'elle veut réellement dire. Sa défense complète était que le pétrole iranien allait de toute façon être vendu à la Chine et qu'il y serait vendu à rabais. Donc, dans son esprit, la vraie question devenait: qu'est-ce qui est préférable, un pétrole à 150 $ avec l'Iran qui en reçoit 70% ou un pétrole en dessous de 100 $? Il soutenait que la deuxième option était préférable. Il a aussi insisté sur le fait que l'administration avait toujours prévu cette éventualité, qu'environ 140 millions de barils sont déjà sur l'eau et qu'en permettant à ce pétrole d'aller vers des endroits comme l'Indonésie, le Japon ou la Corée plutôt que vers la Chine, le Trésor obtient une bien meilleure visibilité sur l'endroit où va l'argent et peut bloquer les comptes dans lesquels il aboutit. Quand ce pétrole va en Chine, disait-il, il est complètement recyclé. Sur cette base, il affirmait que le chiffre de 14 milliards de dollars est grossièrement exagéré. L'argumentaire de vente, ici, n'est pas la cohérence, c'est la vitesse, le volume et l'espoir que l'épuisement fera le travail de persuasion. Cette même entrevue a ensuite atteint le moment où la question évidente a été posée. Si cette guerre continue, l'administration va-t-elle augmenter les impôts pour la financer? La réaction de Bessens a été, encore une fois,
de rejeter le cadrage et de faire comme si la question elle-même était ridicule. Sa réponse a été qu'il y a déjà 1 000 milliards de dollars dans le budget militaire de cette année et que Trump voulait déjà renforcer davantage l'armée avant même le début du conflit. Il a dit très clairement qu'une hausse d'impôts n'est absolument pas à l'étude. Mais cette réponse n'a fait que rendre l'hypocrisie encore plus visible. S'il y a amplement d'argent pour la guerre, alors il devrait y en avoir amplement pour les soins de santé, amplement pour l'éducation et amplement pour le logement. Au lieu de cela, il y a toujours assez quand il s'agit de bombarder des infrastructures énergétiques civiles en Iran, pendant que les civils, ici aux États-Unis, sont laissés à souffrir. Austérité pour le public, abondance pour le spectacle. Cette hiérarchie n'a jamais l'air d'avoir besoin d'une explication supplémentaire. Puis est venue l'apparition de l'ambassadeur américain à l'ONU, Mike Waltz. Il a été pressé d'expliquer ce que Trump veut dire quand il parle de bombarder les infrastructures énergétiques de l'Iran. L'inquiétude évidente était de savoir si cela inclut une centrale nucléaire, en particulier Bushehr, qui a été décrite comme un site civil. Il y a eu une précision selon laquelle Bushehr n'est pas en réalité la plus grande installation énergétique de l'Iran, puisqu'elle produit environ 1 gigawatt, et qu'il existe de plus grandes centrales au gaz à l'extérieur de Téhéran. Mais le problème central restait le même. Si Trump dit qu'il va bombarder des infrastructures énergétiques civiles, cela veut-il dire qu'une centrale nucléaire est sur la table? Waltz a refusé de retirer quoi que ce soit de la table pour le président, surtout à la télévision nationale. Il a dit qu'il existe de plus grandes installations à l'extérieur de Téhéran et d'autres villes, alimentées au gaz et de type thermique, puis il a déplacé l'argument vers une justification plus large. Selon lui, les gardiens de la révolution islamique, que les États-Unis et plusieurs pays européens désignent comme une organisation terroriste, contrôlent une immense part des infrastructures critiques de l'Iran, de son économie et de ses institutions de gouvernance. Donc, à ses yeux, dans la mesure où les États-Unis dégradent la capacité militaire de l'Iran et sa base industrielle de défense, toutes les options doivent rester sur la table, et Trump l'a dit très clairement. Rien ne ressemble plus à une stratégie disciplinée que le fait de traiter chaque option catastrophique comme un exercice de marketing sur la fermeté. Assez parlé de ces magas. Le contraste avec ce que disaient certains démocrates sur les émissions du matin était frappant. Chris Murphy, qui a fait preuve d'un véritable leadership dans ce moment au Sénat américain, était présenté comme le contrepoint. Pourtant, même dans cette transition, la même logique glaçante est revenue. La discussion est revenue une fois de plus à Bushehr. À la question de savoir si la promesse de Trump de bombarder des infrastructures énergétiques civiles inclut des installations nucléaires, et à cette réponse selon laquelle rien ne doit être retiré de la table à la télévision nationale. La justification tournait encore autour du rôle des gardiens de la révolution dans l'infrastructure iranienne et de l'idée que toutes les options restent ouvertes. Le point de fond de Murphy, lui, était beaucoup plus clair. Il soutenait que cette guerre devait cesser immédiatement. L'administration elle-même a déjà dit que son objectif n'est pas un changement de régime, ce qui veut dire qu'elle accepte très bien de laisser en place en Iran un régime pire pour les intérêts américains que le précédent. Dès que les bombardements cesseront, ce régime recommencera à reconstruire sa capacité de missiles et de drones, et les estimations sont qu'il ne lui faudrait que quelques mois pour reconstituer cette menace. La question inévitable devient donc: qu'est-ce que les États-Unis obtiennent exactement à la fin de cette guerre? La réponse, selon Murphy, ce sont des milliards de dollars gaspillés, des dizaines, sinon des centaines d'Américains tués, de nouveaux conflits dans la région et, quand tout sera terminé, un régime encore plus provocateur au pouvoir avec les mêmes capacités militaires. Cela n'a aucun sens. Voilà ce qui arrive quand on met des promoteurs immobiliers et des animateurs d'émissions en charge de la sécurité nationale américaine. La fanfaronnade est vendue comme du réalisme, mais la facture finit toujours par ressembler à l'histoire qui se répète dans un emballage plus coûteux. Sur la question d'une éventuelle demande de financement, Murphy a été absolument clair, c'est non. Il est resté cohérent quand le sujet suivant est arrivé. Le Pentagone prévoirait de demander au Congrès plus de 200 milliards de dollars en financement additionnel pour la guerre, et la plupart des démocrates ont dit qu'ils ne l'approuveraient pas. L'objection soulevée était de savoir si s'opposer à cette demande risquait de laisser les forces américaines vulnérables. La réponse de Murphy a été que le plus inquiétant en réalité était l'apparition même du secrétaire au Trésor, parce que cette administration a complètement perdu le contact avec la réalité.
La guerre échappe à tout contrôle. Les prix explosent pour des millions d'Américains. Une nouvelle guerre éclate entre Israël et le Liban. Les actifs pétroliers appartenant aux alliés des États-Unis continuent d'être frappés partout dans la région. Il n'y a aucune fin en vue. Et la formule du secrétaire au Trésor « Nous allons escalader pour désescalader » sonnait comme un écho direct de la logique qui a piégé les États-Unis au Vietnam et dans 20 années de désastres en Afghanistan. La seule façon de faire baisser les prix aux États-Unis et la seule façon de ramener la paix dans la région, c'est de mettre fin à la guerre. Et si le moyen le plus rapide d'y parvenir est de refuser à l'administration le financement dont elle a besoin pour perpétuer une guerre de plus en plus hors de contrôle, alors c'est exactement ce qu'il faut faire. Dès que le slogan doit fonctionner en dehors du studio, il sonne moins comme une doctrine que comme du déni mieux éclairé. Enfin, il reste toujours la question de base sur le plan concernant l'ICE dans les aéroports. Qu'est-ce que l'ICE va exactement y faire? La défense donnée par Tom Homan sur les émissions du matin a été que l'ICE est déjà présente depuis longtemps dans les aéroports du pays et qu'elle ne fait que prolonger ses activités. Selon lui, cela ne demande pas un grand plan élaboré. Il a réduit la chose à des bases de sécurité. Garder une sortie pour s'assurer que personne ne passe par là. Il a affirmé que ses agents sont bien formés en sécurité et en identification et que l'objectif est simplement d'aider la TSA à faire avancer les gens dans la file. Autrement dit, une nouvelle démonstration massive de force est vendue comme un simple ajustement de personnel, parce que le service marketing, lui, ne dort jamais.